Bienvenue dans Ecom Lab, le laboratoire où les e-commerçants partagent leurs expériences et leurs succès. Dans ce podcast, je décortique pour vous les secrets des e-commerce à succès pour vous aider à réussir. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Hernandez qui a cofondé Petron avec sa compagne Marion Dubuc. Et Petron est une marque de sous-vêtements au début, mais maintenant propose des vêtements, propose des nouveaux produits. Et c'est une marque haut de gamme qui a été fondée en 2018 et qui se distingue par son engagement pour faire des produits de qualité, fabriqués en Europe et avec des matières éthiques. Avant de passer à l'interview, si vous êtes un dirigeant d'e-commerce qui est en pleine croissance, il se peut que vous laissiez des ventes sur la table car votre site n'est pas encore parfaitement optimisé. Donc si vous souhaitez savoir si je peux vous aider à convertir plus de visiteurs en acheteurs grâce à des optimisations intelligentes, je vous invite à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien ci-dessous en description et on pourra voir ensemble si je peux vous aider à générer plus de revenus. Maintenant, on va passer à l'interview. Nicolas, comment vous est venue l'idée de créer Petron? Comment ça a commencé au début? Bonjour Paul. Moi j'ai toujours eu dans l'idée toujours. Depuis longtemps j'avais dans l'idée de créer une marque. J'avais repéré le modèle des DNVB, c'est les Digitally Native Vertical Brands. Ouais. Alors je sais que avec le temps la signification s'est un peu dévoyée. Mais en fait l'idée c'était à la base de vendre en direct aux consommateurs Ouais. en utilisant dans un premier temps le e-commerce quoi. Ouais. Nous, on est vraiment sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de wholesale, on n'a pas d'intermédiaire, on vend uniquement en direct aux consommateurs, donc maintenant sur notre site internet ou dans une de nos deux boutiques. Mm. Et donc voilà, j'avais cette idée-là. J'étais parti pour faire des sacs à dos maroquinerie masculine. D'accord. Ça faisait plusieurs années que, bon, je ne suis pas designer, hein, mais que je faisais des petits dessins. Que je faisais des études de marché, enfin, je m'étais quand même pas mal avancé sur ce sujet-là. Mhm. Et je ne dirais pas que je suis averse au risque puisque j'ai créé une boîte, mais je suis pas non plus la personne qui se jette la tête la première dans les risques sans réfléchir à ce qui peut arriver. Donc j'attendais d'acheter mon appart tout en étant en CDI, de faire une rupture conventionnelle pour avoir le chômage pendant 2 ans. Enfin, je voulais mettre les choses en place pour être sûr que si au bout de 2 ans ça marchait pas, je pouvais retomber sur mes pattes, quoi. Mm. Et, et pendant ce durée-là, je travaillais en grand magasin au Galeries Lafayette, D'accord. et directeur du corner de Fursac. D'accord. Ok. Fursac, c'est une marque c'est une marque de mode masculine aussi également. Ouais, plus costume. Ouais. Maintenant, je crois qu'il y a un nouveau, enfin, ça a été racheté par SMCP et il y a un nouveau directeur artistique et je crois qu'ils élargissent pas mal la gamme. À l'époque où j'étais, c'était quand même, je pense qu'on devait faire bien 80-90% du chiffre sur du costume ou des manteaux à mettre à des costumes, quoi. On voyait beaucoup des pubs de Fursac, de deux Fursac à l'époque à la télé, je me souviens. Ouais, c'est ça. Et donc, j'étais en costume sur le plus gros stand en sortie d'escalator et les gens me prenaient un peu pour les renseignements. Ah, Et la première chose qu'on me demandait, c'était les chaussures. Et la deuxième, c'était les sous-vêtements masculins. d'accord. Enfin, j'étais à l'étage de l'homme, donc c'était les sous-vêtements, quoi. D'où l'idée. Et, et je me suis dit, effectivement, depuis que j'ai l'âge d'acheter mes propres vêtements, je fais attention à ce que j'achète, que ce soit produit dans un pays où il y a un droit du travail, à la qualité des produits, tout ça. Et le dernier produit où j'ai acheté des choses faites en Asie, c'était les boxers. Euh, Parce que j'avais pas trouvé de marque dans les prix, le design, la qualité que je voulais fabriquer en Europe, quoi. Hmm. Et donc je me suis un peu renseigné au niveau des managers des secteurs. Hmm. Et ils m'ont appris que le secteur sous-vêtements, là où j'étais, faisait les mêmes chiffres que le secteur costume. Intéressant. Qui faisait, je sais pas moi, 3 mètres de long, là où, là où le secteur costume faisait les 2 tiers de l'étage homme, quoi. Donc, je me suis dit, oui, effectivement, on est obligé d'en porter. Et il n'y a pas vraiment d'offres satisfaisantes. C'est peut-être plus facile pour moi de me lancer dans les sous-vêtements dans un premier temps que dans du sac à dos, sachant que je suis pas designer et que c'est quand même un peu moins complexe à développer quand c'est pas notre métier au départ. Et désolé, j'ai enlevé le. Pas de souci, pas de problème. Et, Et, et-
Et du coup, je me suis dit, bon, ben, on va essayer avec ça. On va commencer et faire une offre vraiment satisfaisante pour ce produit-là. D'accord. Et donc, au départ, t'étais le premier à faire des sous-vêtements français? Est-ce qu'il y avait déjà des gens qui se Alors, lançaient dedans? c'est pas fait en France, c'est fait au Portugal, chez nous. Ouais. Non, non, le slip français existait depuis un moment. Oui, ouais, il y a les styles français aussi, oui. Mais le slip français, moi, ça me parlait pas du tout. C'était payer 40 euros pour un boxer avec une coqueur de bleu, blanc, rouge et des blagues sur le paquet. C'était vraiment pas mon truc. Je comprends. D'ailleurs, pour les auditeurs qui nous écoutent, et qui connaissent peut-être pas encore ta marque, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence qu'il y a entre ce que tu proposes comme sous-vêtements, et après on parlera des autres Ouais, produits que tu proposes, et ceux de tes concurrents, notamment ouais, le slip français, ton ouais. concurrent. Alors, il y a des marques qui font des produits qui ressemblent aux nôtres, plutôt des marques scandinaves, Hmm. en termes de qualité, positionnement. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est avoir des modèles sobres, donc pas de gros logos, pas de motifs avec des blagues dessus. Hmm. J'ai une fois vu Sobre. un boxer avec un motif bandelette avec marqué tout en caleçon. Bon, là, ça, on le ferait pas. Donc, euh, on essaie de faire un peu élégant. Donc, on a un modèle classique qui est le modèle qu'on vend le plus, modèle sans couture, enfin, le modèle qu'on a l'habitude de voir de boxer, sauf qu'il est sans couture, qu'on décline en 12 couleurs. Mais on a aussi des modèles avec des boutons en nacre, un look un peu plus vintage. Donc, voilà, on a plusieurs choix. On décline tous nos best-sellers, on les décline en 12 couleurs. Donc, ce qui est pas fréquent sur le marché masculin. On peut mixer tous les modèles. Donc, par exemple, si on met un slip pour faire du sport, un caleçon pour dormir, un boxer pour la journée quand on est au travail, Hmm. nous, on a des prix de lot dégressifs avec une première réduction à partir de deux boxers, enfin de deux sous-vêtements, et la meilleure réduction à partir de quatre sous-vêtements. On peut vraiment mixer les modèles, les couleurs, les tailles. Mais tu proposes le premier à 25 euros, c'est ça? Si tu en prends un, et si tu en prends 4, c'est 70, c'est ça? Ouais, alors ça, c'est pour le modèle classique, ouais, c'est le boxer confort qu'on appelle, D'accord. qui est notre best-seller. Et c'est effectivement ça, il est 25 euros à l'unité si tu le prends tout seul. Si tu en prends deux, il passe à 20. Mais comme je te disais, tu peux prendre un slip, un boxer. Hmm. Et si tu en prends quatre, il passe à 17,50 à l'unité. Ok. Ça, c'est Donc ça, c'est intéressant, ça. le... Pour Ouais, le consommateur, enfin, moi, c'est la première fois que j'entends parler d'un modèle de prix comme ça. Je trouve ça très intéressant. ouais. Ben ça, on a une marque de copine qui le fait sur la femme qui s'appelle Wear Jolie. Mais je crois pas qu'à l'homme... Enfin, je connais pas d'autres marques qui le fassent à l'homme. Et, euh, à l'homme, c'est beaucoup des packs en fait. Mais tu te retrouves, tu choisis pas trop les couleurs. Donc tu as soit trois fois un noir, Je soit... confirme. Ouais, voilà. Une couleur, genre un rouge un peu pétard que tu mets jamais dans le lot. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu Que tu l'idée finis de par départ. mettre parce que t'en as plus. Ouais, Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé des 12 couleurs. Tu as dit que tu proposes 12 déclinaisons de couleurs et que c'est quelque chose qui n'est pas commun pour les sous-vêtements masculins. En quoi c'est pas commun? bah souvent, les sous-vêtements masculins, tu as bleu marine, gris, noir, blanc. Ouais, Et peut-être un peu, de temps en temps, tu as du gris clair, mais c'est rare. Tu peux avoir un bleu un peu plus clair et un rouge. Mais ouais, il n'y a pas 50 choix de couleurs pour les hommes. ouais. Nous, on a dans les couleurs qu'on trouve rarement et qu'on vend très très bien, on a du bleu pétrole par exemple, on a du vert bouteille, on a un bordeaux plutôt. Moi, le rouge pétard, c'est pas trop mon truc. Donc, plutôt qu'un rouge pétard, on a fait un bordeaux plus élégant, Ouais, un bordeaux un peu foncé plus élégant. Ça, c'est un peu la couleur de la marque en plus. On a un bleu gris. Pareil, on sait pas un bleu juste clair, simple, c'est un bleu gris un peu élégant aussi. Enfin, après, dans les couleurs qu'on vend un peu moins, enfin qu'on vend quand même, mais qu'on vend un peu moins, qu'on trouve nulle part ailleurs, on a du ocre et du rouille. Hmm. Et voilà. Et du coup, comment, justement, par rapport à ces déclinaisons de couleurs et du fait qu'il y a des couleurs que tu vends plus que d'autres, au niveau de ta gestion de stock, est-ce que ça change des choses? Est-ce que du coup, tu en prévois plus de... J'imagine tu prévois plus de stock pour les couleurs qui sont plus populaires. Est-ce que tu as une stratégie particulière par rapport à ça Ouais. Mais alors, c'est bien que tu poses la question. Du coup, je vais faire une explication sur l'autre point de la marque, le rapport qualité-prix éthique.
Et donc en fait, nous, la grosse spécificité qu'on a, on s'est dit, en fait, quand on a lancé la marque, on s'est dit, les hommes s'intéressent pas à leurs sous-vêtements. Euh, D'une, ça va être un peu dur de les y intéresser. Donc, le premier point, c'est ce que je te disais, faire des modèles qu'on trouve pas ailleurs, par exemple avec des boutons en nacre, faire 12 couleurs, faire un système flexible de choix, pour choisir son lot, pour que ce soit un plaisir d'acheter ses sous-vêtements. Hmm. Ouais, le deuxième point, il fallait qu'il y ait une vraie différence avec ce qui existe sur le marché en termes de confort, parce que c'est le plus important pour l'homme, enfin le confort et la solidité. Sachant que c'est toujours un équilibre à trouver. Et donc, c'était de faire la toile la plus satisfaisante possible et qui a un vrai gap d'expérience avec ce à quoi ils sont habitués de porter. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est un mélange sur notre toile classique, on dira, parce qu'on a deux toiles, on a la toile classique et la toile pour le sport. Sur la toile classique, on fait un mélange de tencel lyocell, qui est une fibre de bois qui est faite en Autriche, Hmm. et qu'on C'est appelle la soie végétale. c'est un procédé écologique, hein. Exactement. C'est un procédé, c'est censé être la fibre textile avec l'impact le plus faible au monde. Waouh. En gros, c'est du bois de forêt d'Europe centrale labellisé FSC. Après, c'est des solvants naturels. Et l'eau, il y a 6 fois moins d'eau qui est utilisée que pour du coton. Ah oui. Et en Et- même temps, non, 6 fois, non. 6 fois, c'est l'impact global. L'impact global est 6 fois moindre, mais l'eau, je crois que c'est 25 fois moins, un truc ah comme oui, ça. d'accord. Et c'est aussi confortable que porter de la soie. Alors, j'ai jamais porté de soie, donc je pourrais pas te dire. Mais Moi non plus. je pense que c'est même un peu plus confortable parce que c'est un peu plus souple. D'accord, Mais, d'accord. Puis on a moins peur ouais. de Bon, je crois que c'est l'abîmer. solide la soie, hein. Mais D'accord. par rapport à la soie, en fait, on appelle ça la soie végétale parce que c'est surtout le toucher, c'est un toucher très doux et c'est un peu brillant comme la soie. D'accord. Et du coup, on l'a mixé avec du coton bio pour justement atténuer ce côté brillant. Et en fait, l'effet que ça a quand tu le touches, le mixer cette toile qui ressemble un peu à de la soie Hmm. avec du coton, ça ferait comme un coton qui serait très très souple, très doux et beaucoup plus respirant parce qu'en fait, ça absorbe, je crois que c'est 50% d'humidité en plus que le coton et ça la rejette plus vite aussi. D'accord. C'est antibactérien, donc ça garde pas les odeurs. Comme c'est plus souple, il y a vraiment un côté seconde peau. Et mixer les deux, ça donne juste l'impression que tu as le coton de luxe Sea Island, quoi. Wow. Mais bon, les cotons Sea Island, les boxers, ils sont à 100 euros, quoi. Donc, Sea Island, c'est une marque qui vient de Scandinavie, c'est ça? non, non, Sea Island, c'est un type de coton que tu trouves juste sur des îles spécifiques aux États-Unis, Ah, d'accord, ok. qui est le coton avec la fibre la plus longue et la plus fine du monde. D'accord. Ok. Et justement, ça m'intéresse. Je vois que bon, bien sûr, tu connais très bien euh, la technique des textiles, euh, quel tissu choisir, etc., quel mélange faire. Et comment tu as appris tout ça? J'imagine qu'au tout début, est-ce que c'est toi qui as réalisé les premières pièces tout seul? Comment tu as fait au tout début pour faire tes premières pièces? Ouais. Alors bon, moi, j'ai un petit côté geek. Et ça se retranscrit dans notre clientèle qui, bon, maintenant s'élargit en faisant de plus en plus de pubs, mais qui au départ étaient naturellement des ingénieurs et beaucoup d'ingénieurs informatiques. Donc, j'ai pas fait d'études scientifiques, mais visiblement, j'étais fait pour être dans cette foule. Donc, j'aime bien voilà, regarder les choses en détail, m'intéresser. Voilà, j'aime bien l'aspect technique des choses. Donc, déjà, quand je bossais chez De Fursac, là, on avait des catalogues d'explications techniques des toiles, des montages et tout ça, ce qui faisait 300 pages que je devais connaître par cœur probablement. Donc, Ah oui. c'était mon truc un peu. D'accord, Donc donc dans ton expérience passée, tu avais déjà quand même des connaissances là-dedans un petit peu, ouais. Bah, et alors, c'était pas sur le sous-vêtement, mais j'avais des connaissances sur les sur les différentes, textiles. Ouais. ouais, sur le textile, quoi, sur les différentes toiles, mailles, tout ça, quoi. Et alors, comment ça s'est Matière. passé au début? Tu as fait tes premiers patrons, tu es allé voir, tu as fait ça chez toi, tu es allé voir un atelier après pour faire une première production. Ouais, alors les patronages, c'est les usines qui le font, hein, la Ah, ok, partie. d'accord. Ok. Ouais, ouais. Je suis pas couturier, je sais pas coudre. Mais non, je suis allé voir, je me suis renseigné sur les matières qui étaient les plus adaptées aux sous-vêtements. Et puis, ils t'envoient
des swatchs, tu vois, des petits carrés avec la matière que tu puisses toucher, tout ça. D'accord. Et après, moi, j'ai acheté, je sais pas, des dizaines et des dizaines de boxers. Et je dis, dans celui-là, j'aime ça, dans celui-là, j'aime ça, dans celui-là, j'aime ça. Et puis, je leur disais, je veux ça de celui-là, plus ça de celui-là, plus 3 cm de plus sur les jambes, plus tel type de couture, et puis Ok. avec telle toile et tout. Après, franchement, les premiers boxers, ils n'étaient pas parfaits, hein. Oui, non, mais On a c'est du trial amélioré and en, error, ouais. en tirant, quoi. Hmm. Et là, étais déjà, enfin, t'étais en contact avec des usines européennes aussi, ou est-ce que tu avais... Parce que je sais que c'est très facile de faire ce genre de prototypage, par exemple en Asie, où on peut avoir Mm. des retours très rapides avec les usines, mais c'est possible d'avoir des retours comme ça réguliers sur des produits, ajuster des produits aussi facilement, avec une telle flexibilité en Europe? Ça a pris un an, la première production, à peu près. Entre le moment où j'ai commencé à travailler dessus et la sortie des produits, ça a pris ouais, un an. Ok. Et une fois que tu avais réalisé ces premiers produits, euh, comment tu as testé le marché? C'était quoi l'idée que tu as eue pour voir si, tiens, maintenant j'ai réalisé tous ces sous-vêtements, il faut que je vois si les gens ont envie d'acheter. Comment tu t'y es pris? Tu as fait un pop-up store? Non, alors c'est là que j'étais un peu, c'était moins mon sujet, c'est moins des choses qui m'intéressent, le marketing et tout ça. Je savais que je pouvais pas vendre à d'autres, enfin, des concept stores ou à des revendeurs parce que mon modèle de distribution faisait que j'avais des marges trop serrées pour avoir des intermédiaires. Parce que c'était aussi l'idée de fin, c'était de dire que justement, on essaie de faire la meilleure qualité possible. Et, euh, et je pense que itération après itération, on est arrivé sur quelque chose de très très haut de gamme. Mais le fait que justement, on commence, nous, on achète des conteneurs de fil à la base. Après, notre usine, elle va faire la toile, enfin, elle a ses propres machines pour faire la toile et tout ça. Donc, on a réussi, à force de, ce n'était pas le cas au début, hein, mais aujourd'hui, à force d'optimisation et d'itération, à produire à peu près à 30% moins cher que si je m'étais pas trop posé de questions, tout en préservant les marges du producteur, hein, mais en améliorant le système, quoi. Et, euh, et en vendant en direct au consommateur, on baisse les prix par rapport à la moyenne du marché à prix de production équivalent on divise par deux et demi à peu près. Donc en gros, à prix équivalent, on est 3 fois moins cher. Enfin, prix et lieu de production équivalent, on est 3 fois moins cher. D'accord, Donc waouh. ça, c'était pour avoir un produit satisfaisant, que les gens soient prêts à mettre l'argent pour le tester, enfin les hommes soient prêts à mettre l'argent pour le tester, puisque ça les intéresse pas trop, il fallait pas que ce soit trop cher. Et que le produit soit de très haute qualité, donc satisfaisant et qu'ils le rachètent, Hmm. ça nous obligeait de ne pas avoir d'intermédiaire. Et donc, moi, je m'étais dit, on va faire un Ulule. Et bon, voilà, la réflexion s'était arrêtée là. Moi, je ne sais pas faire de com. J'ai fait des études en marketing, mais vraiment, c'est pas ce qui me passionnait le plus. Donc, du coup, c'est ma compagne qui, sur son temps libre, nous faisait la com. Mais vraiment, on s'est lancé, le Ulule, on l'a lancé le lundi matin en prévenant nos amis. Et toutes les photos, il n'y était que le lundi midi, quoi. Waouh. Parce qu'on finissait les photos le dimanche soir. Donc, on n'a pas été non plus incroyable d'organisation sur la commercialisation, quoi. Waouh. Et, euh, et, euh, et vous avez eu vos premières ventes, vous les avez eues assez rapidement. Comment ça s'est passé? Il y a eu un Ouais, les, petit ouais, les premières ventes, c'était amis et famille, donc ami et ça famille. arrivait vite. Ouais. Ouais. Après, moi, j'ai un ami qui écrivait comme un camion au départ, où comme un camion était collaboratif. Hmm. Et donc, il y avait les contacts qui m'a mis en contact avec eux. Marion, donc mon associé, avait contacté la Dépêche du Midi, parce que on a toujours eu les stocks dans le Gers. Donc, on a un article dans la Dépêche du Midi, on a un article dans Comme un camion. Hmm. Et après, je crois que Ulule, il y avait un système en fonction de la quantité de produits que tu vends, tu te retrouves plus ou moins en haut de la page. Et on était en haut de la page, donc il y a des gens qui voyaient le projet, qui venaient. Enfin, après, on a fait 15 000 euros, quoi, sur le Hmm. Ulule. Est-ce que, C'est pas une catastrophe, mais c'est pas incroyable non plus, ouais. quoi. Est-ce que tu peux rappeler peut-être aux auditeurs qui connaissent pas ce que c'est que Ulule et comment ça fonctionne? Ouais, c'est une plateforme de crowdfunding où bon, il y a plusieurs systèmes. Ça peut être du crowdfunding, genre je fais un restaurant et donnez-moi de l'argent gratuitement pour que je fasse le restaurant et vous serez content d'avoir un restaurant à côté de chez vous, par exemple. Ouais.
Tout comme ça peut être, je fais un produit et je vous le prévends, c'est ce qu'on faisait nous. Et je vous le prévends et donc vous payez en avance un peu moins cher que si vous aviez payé le prix une fois que la production est faite. Et dans 3 4 mois, vous recevez les produits. Ouais. Ça, la prévente, justement, dans le dernier épisode de podcast que j'ai fait avec le fondateur de Sigal, il parlait de Mm. la prévente. Comme pour lui, c'est vraiment quelque chose de. Il a identifié que c'était quelque chose de très important pour lancer des nouveaux produits et de les mettre en prévente d'abord pour voir si ça fonctionne ou pas et que ça lui Mm. permettait de jauger le risque. Et donc, en fait, t'es passé par une plateforme De de financement crowdfunding. Ouais. collaboratif et tu Ouais. as fait une prévente. Et c'est comme ça que tu as pu commander tes premiers stocks. Ouais. Et Ouais, c'est aussi parce qu'on a mis notre argent personnel. Parce ouais. que là, à 15 000 euros, on n'aurait pas pu acheter les premiers stocks. Oui. Et tu as eu un e-commerce tout de suite après ou comment ça s'est. Dès qu'on a eu les produits, ouais. Ouais. Mais pareil, là, pareil, c'était très artisanal, quoi. Les photos, moi, j'avais un pote qui avait une marque de t-shirt, un message, euh, qui est beau gosse et qui était assez à l'aise à se faire prendre en photo. J'avais un autre pote qui était pareil, assez beau gosse et qui avait pris 2 3 photos comme ça avec, pour se faire plaisir. Ouais. Et donc, du coup, ils se prenaient en photo, on était chez un des deux, ils se prenaient en photo l'un l'autre et moi, je tenais une lampe de chevet à côté pour faire la lumière. Donc, Je vois. c'était quand même, c'était un petit Donc, peu artisanal, quoi. c'est les débuts. Ouais, voilà. Et, et, euh, et en fait, alors tout à l'heure, tu as dit que toi, vous aviez sciemment choisi en fait de passer par de la vente directe. Donc, Ouais. un des avantages que tu citais, c'était que du coup, bah, ça te permet de faire des produits de meilleure qualité et d'avoir des fournisseurs qui sont locaux, quoi, enfin, qui sont en Europe. Ouais. Est-ce que, selon toi, il y a d'autres avantages à faire de la vente directe? Oui, bah, tu es plus en contact direct avec ton consommateur final, donc tu sais un peu plus ce qui lui Plus de plaît, ce qui lui plaît réactivité? pas. Ouais. Ouais, quand tu as un défaut ou quelque chose qui n'est pas parfait, tu en entends vite parler. Enfin, Et, donc tu peux faire des actions correctives et puis tu peux mieux itérer sur tes produits. Ouais. et Et je pense que quand on est une petite marque, il y a aussi le côté proximité. ouais. Je pense que les early adopters, ils sont contents de pouvoir parler aux fondateurs, quoi. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des inconvénients? Bah, oui, les inconvénients, c'est que on a un manque de visibilité. Parce qu'on ne peut pas vendre dans des concept stores, des revendeurs, enfin, des magasins de prêt-à-porter masculin. Donc, la visibilité, il faut qu'on se la crée nous, soit avec de la pub sur les réseaux sociaux, soit avec de la presse, soit avec des blogs, de l'influence, des choses comme ça. Et c'est rarement gratuit. On doit, au départ, on n'en faisait quasiment pas, donc ça met beaucoup plus de temps au départ, on n'avait pas les moyens, donc quand on arrivait, les 2 3 premières années, quand on arrivait à avoir des articles gratuits ou, je sais pas, passer à la radio, Hmm. ben voilà, on essayait de gratter à toutes les portes, mais on n'avait pas l'argent pour payer des ads Ouais, payantes sur ouais, ouais. les réseaux sociaux. Donc, forcément, ça met beaucoup plus de temps à se lancer. Après, ça a aussi l'avantage tu fais des séries un peu plus courtes au début et tu apprends un peu plus ce qu'il y a à améliorer ou pas. Et au moment où bah, tu fais des grosses séries et que tu es accessible à plus de monde, ton produit est de meilleure qualité que quelqu'un qui serait lancé d'un coup avec une grosse série avec des revendeurs et qui aurait d'une vendu un truc très cher et de deux un truc pas terrible, quoi. Ouais, tu itères plus vite, quoi. Tu peux Ouais. aller très vite sur quelque chose de plus rapidement sur quelque chose d'une meilleure qualité. Et en Ouais. fait, aujourd'hui, tu as un e-commerce et tu as une ou deux boutiques. On a 2 boutiques, T'en as ouais. deux, hein. T'en as une à Paris et à Toulouse. C'est ça. Et, euh, et la boutique que tu as ouvert à Paris, tu l'as ouvert en 2020, c'est bien ça? Non, on l'a ouvert il y a 1 an et demi, donc Ah, tant pour moi. en 2023, Ok, en juin 2023. ok. Et, euh, et du coup, quand tu as ouvert cette boutique, au niveau de ton chiffre d'affaires, est-ce que tu as senti que c'était quelque chose ça te rajoutait du plus ou est-ce que, enfin, euh, comment tu dirais, quels sont les avantages, tu penses, d'avoir une boutique physique en plus d'un e-commerce? Est-ce que ça permet uniquement de rajouter du chiffre d'affaires ou ça permet aussi de rajouter une forme de visibilité qu'on peut pas avoir si on reste uniquement dans le digital?
Ouais, je pense qu'une première boutique, ça rassure les clients parce que je pense qu'il y a quand même toujours une méfiance si la marque est 100% digitale. Je- c'est peut-être, ça dépend des générations. J'imagine que la Gen Z, ça les dérange moins, mais peut-être que pour les personnes de 50 ans et plus, on dira, déjà, ça les rassure. Ils se disent, bon, bah, s'ils ont une boutique, c'est que c'est une vraie marque. C'est pas du dropshipping Ouais. ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, il y a quand même une partie de la clientèle qui ne veut pas acheter en ligne. Qui, quand on a ouvert la première boutique à Paris, il y a quand même beaucoup de clients, ou quand on faisait des pop-up stores, beaucoup de clients qui disaient, je vous connais depuis 2 ans, mais moi, je n'achète pas une première fois en ligne. Ça ne veut pas D'accord. dire qu'ils ne vont pas racheter en ligne après, Hmm. mais pour la première fois, ils veulent toucher le produit, le voir. Et donc, après, ben, une fois qu'ils connaissent leur produit, ils peuvent racheter en ligne, mais ça a déclenché le fait de devenir client de la marque. Et après, oui, bon, ça rajoute du chiffre. Bon, là, on fait quand même 85% de notre chiffre en ligne, hein, Hmm. malgré le fait qu'on a 2 boutiques. Mais oui, oui, ça rajoute du chiffre. Bon, pour l'instant, là, le design des boutiques, c'est moi qui les ai fait parce qu'il fallait ouvrir vite, parce qu'on n'avait pas de gros moyens et tout ça. Mais en la marque grandissant, on va le refaire avec des cabinets d'archi et on va faire quelque chose d'un peu plus impactant. Et ça aussi, c'est bien pour tout ce qui est branding, image de marque. Ça donne un côté aussi, si on a une belle boutique, ça donne un côté plus premium, plus désirable. Ouais. Et le dernier point, c'est que le marché en ligne, il a beau être grand, il a quand même des limites. Et c'est bien de commencer à se faire un réseau retail avant d'atteindre les limites, avant d'être au pied du mur, quoi. Hmm. Et de savoir comment. Alors, moi, c'était mon métier, mais c'était pas mon métier de gérer un réseau, c'était mon métier de gérer une boutique. Donc, ça nous permet de faire nos apprentissages avant de toucher le mur du e-commerce Hmm. et de pouvoir donc être très optimal et de dérouler une fois qu'on se rend compte que le e-commerce et les euros de plus à aller chercher seront moins rentables et moins faciles à aller chercher que les précédents, quoi. Parce que aujourd'hui, tu utilises quoi comme canal d'acquisition pour ta boutique? C'est de l'ad ou c'est de l'organique? Et ouais, on fait très peu d'aide. Très peu d'ad. Ouais. Pour la boutique, en vrai, la majorité, parce que j'y passe quand même un peu de temps dans les boutiques, la majorité des clients, ils nous ont découvert via les réseaux sociaux, des pubs ou des influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais c'était pas des pubs ciblées sur la boutique. C'était une pub sur la marque. Ils sont Ouais. allés sur le site. Et puis après, ils sont allés regarder si on avait des boutiques et ils sont venus dans la boutique, quoi. Ouais. 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 Et quand tu parles du mur de l'e-commerce, est-ce que c'est quelque chose que tu penses enfin, tu penses que vous avez commencé à, comment dire, à ressentir? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut peut-être être évité en se déployant sur d'autres pays? Enfin, Ouais. Bon, nous, pour l'instant, on en est très loin. On est très loin parce que je crois que le sous-vêtement premium, c'est un tiers du chiffre du sous-vêtement. ouais. On prend sous-vêtements plus chaussettes sur la partie francophone de l'Europe, ça fait 1 milliard à peu près. Il y a de la Et marge. ouais, donc enfin, j'ai genre Belgique, Luxembourg, France, Suisse francophone, quoi. Ouais. Donc là, un tiers, c'est 330 millions. Disons que le mur, on le prendra quand on sera à 10%. Et en e-commerce, je crois, en sous-vêtements, c'est 50%. Donc tu fais 33 millions, divisé par 2 pour le e-commerce. Allez, ouais, il est à 11 12 millions, quoi, le mur pour nous. Et On n'y est pas encore. parce que là, tu as parlé des pays francophones. Est-ce que Ouais. vous envisagez peut-être d'aller dans des pays non francophones, en Allemagne ou par exemple? Pourquoi pas, mais là, pour l'instant, on est quand même très loin de. Parce qu'en vrai, on fait allez, les 2 tiers de notre chiffre sur l'homme. Ouais. Enfin, sur le sous-vêtement masculin. Après, comme on a les t-shirts et tout ça. On va se lancer dans la femme. Là, on est dans l'accélérateur d'ETAM. On était pris dans l'accélérateur d'ETAM. Donc, on est en train de travailler sur une gamme femme. Disons qu'à terme, on vise 50% en sous-vêtements. Donc, ce mur qui est à 11 12 millions, ben, vu que c'est que 50% de notre chiffre, il passe à 22 millions. Hmm. 22 millions en e-commerce, si on fait un réseau de boutiques en parallèle qui fait 50% de notre chiffre aussi, il arrivera le jour où on fait 45 millions.
Ouais. On n'y est pas. Ouais, ouais. On a un peu de temps devant nous. Je pense que ça, c'est pas avant, même si tout se passe très bien, c'est pas avant une dizaine d'années. Et c'est pareil qu'avec le retail. Il ne faudra pas s'y mettre pile au bout de 10 ans quand on se prendra le mur. Mais bon, je pense que pendant 5 ans, on est tranquille, quoi. Et parce que tout marché est différent. Je sais, par exemple, le marché d'Allemagne, il est compliqué parce qu'il y a énormément de retours. Hmm. Et Ah, ils achètent et ils ont des modes de paiement qui font qu'ils sont prélevés qu'à 30 jours fin de mois. ah, d'accord. Ok. Et comme tous les retours sont gratuits sur les e-commerce allemands, ben, en gros, ils achètent, ils font un salon d'essayage, ils renvoient. Et nous, avec la marge qu'on a, c'est complexe. Après, au Royaume-Uni, il y a des taxes. Nord de l'Europe, il y a quand même pas mal de concurrence parce que les marques américaines y vont. Et pour le coup, ils sont quand même beaucoup plus avancés que nous. Les plus belles marques de sous-vêtements masculins, hormis la nôtre, elles sont quand même plutôt en Scandinavie. Et le sud de l'Europe, ils ont moins d'argent. Donc, je pense que le marché français, c'est quand même probablement pour nous le marché le plus simple, sachant que c'est le marché qu'on connaît le mieux en plus. Ouais. Donc, je pense que pendant 5-6 ans, on va pas mal se concentrer sur France, Suisse, Belgique, Luxembourg. Hmm. Et après, on se mettra à attaquer doucement l'Allemagne, la Et Scandinavie probablement. t'as parlé des retours, il y a beaucoup de retours en Allemagne. Je sais que les retours, c'est quelque chose d'assez problématique pour les e-commerçants. Enfin, ça peut, Mm. si c'est pas bien géré, ça peut poser un problème. Et comment vous gérez les retours? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez une politique particulière quand vous recevez les produits? Vous en faites quoi? Est-ce que vous avez une manière particulière de gérer les retours? Alors, nous, sur les retours, on offre les retours sur les produits non soldés dans le cadre d'un échange. Donc, échange de taille, échange de couleur. Par contre, ils sont à la charge du client si c'est pour un remboursement ou si c'est sur un produit soldé. Ouais. On veut, alors, probablement que ça nous empêche de faire plus de chiffre d'affaires sur un certain type de clients. Mais bon, a priori, c'est quand même pas les clients les plus faciles. Donc, peut-être qu'ils sont mieux chez la concurrence. Donc, et donc, et puis, c'est difficile de dire on fait une marque éco-responsable Oui. et en même temps On de ose dire pas. allez, c'est open bar sur les retours, Ouais. on fait des trajets dans tous les sens. Je pense que c'est bien aussi, on n'a pas besoin de vendre, 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 vendre tout le temps. C'est bien ou d'acheter, acheter, acheter, acheter tout le temps, de se poser, de réfléchir à ce qu'on fait. Ouais. Ça, c'est encore mon état d'esprit un peu scientifique. C'est que je suis quelqu'un de plutôt réfléchi, je suis pas impulsif. Et je pense que c'est bien d'en partie, je dirais pas éduquer, mais inciter les clients à réfléchir un petit peu avant leur achat. Hmm. Pas faire des achats impulsifs, se dire est-ce que j'en ai besoin, réfléchir à la taille. Sur le site, Les guides de taille. on a des guides de taille, on a un logiciel où on peut se prendre en photo et ça te donne ta taille. On a un logiciel où on peut dire quel poids on fait, quelle taille il y en a et ça recommande les tailles en fonction des produits. Enfin, on essaie d'expliquer au mieux quelle est la différence entre les produits. On peut toujours progresser, hein. Et on va progresser. Et c'est un travail qu'on fait dessus. On donne beaucoup d'informations. Voilà, on essaie qu'il y en ait le moins possible. Et nous, on est à 4%. Si on Hmm. prend remboursement, échange, le marché, c'est marché à 20%, nous, on est à 4%. Waouh. Donc, Waouh. C'est peut-être parce que oui, tu attaques aussi une catégorie de clients qui, quand même, de base, fait plus attention aussi. exactement. Oui, oui, tout à fait. C'est des gens qui sont plus comment dire, conscients Exactement. des risques. Bah oui, parce que le gros de nos discours, c'est le rapport qualité-prix éthique. Donc, c'est des gens qui se posent la question au-delà de juste est-ce que c'est beau, ils se disent Ouais. où est-ce que c'est fait, est-ce que c'est durable, est-ce que c'est ce qui me convient. Enfin, on est quand même plutôt sur des profils de personnes réfléchies. D'ailleurs, quand on faisait des pop-up, les autres marques avaient bien repéré quels étaient nos clients et ils venaient nous voir en rigolant en disant ça, c'est vos clients, ils vont finir chez vous, c'est sûr, quoi. Du coup, c'était le type de client dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire Ouais, ouais. Bon, à mon avis, c'est les mêmes clients que Sigal, hein. D'accord, Sigal, ouais, je pense aussi. après, en l'occurrence, Sigal, bon, eux, ils étaient vraiment ingénieurs à la base. Donc,
Donc, eux, vraiment, ils ont fait la vraie, le vrai chemin tout tracé. Moi, j'avoue, je bossais dans la mode, donc a priori, j'ai un profil un peu atypique pour la mode. Mais j'étais peut-être le plus rationnel des mots deux, quoi. Et, euh, et donc, vous avez commencé avec des sous-vêtements et maintenant vous vendez des t-shirts, des polos, des sweats. Mm. Mais ça, tu m'as dit que ça représente alors 20%, c'est ça, de ce que tu vends actuellement? Non, on fait 30% sur 30%. tout ce qui n'est pas chaussettes. En gros, chaussettes plus sous-vêtements, on fait 60% à peu près, 60-65%, ça dépend des saisons. Et non, oui, je vous dis, j'ai une bêtise. 60, on fait 65, 70% en fonction des saisons sur tout ce qui est sous-vêtements chaussettes. Et on fait 30-35% pour tout le reste de la gamme. Ouais, parce que oui, parce que pour tout ce qui est sous-vêtements et chaussettes, j'imagine que tu n'as pas de problème de saisonnalité. Non, Là, par contre, tu l'as un peu plus sur tout ce qui est, alors peut-être pas sur les t-shirts, mais sur les polos peut-être. ouais, les polos un peu plus, Ouais, ouais. puis tu as des bonnets et des écharpes, bien sûr, donc pour l'hiver. Ouais, en vrai, il y a beaucoup de choses qu'on va arrêter. On s'est un peu dispersé. Les bonnets, les écharpes et les pulls, en fait, j'étais en train de chercher une matière pour des chaussettes en laine pour l'hiver. Et je trouvais un mélange de matières recyclées qui avait à la fois du tencel et de la laine dedans. Je me suis un peu laissé embarquer. Je me suis dit, C'est la je sais passion pas, du j'en parlais textile. avec l'usine et ils m'ont dit, ouais, on peut faire des pulls, on peut faire des écharpes, on peut faire des bonnets. Bon, c'était une connerie, quoi. Voilà, là, on va finir les stocks et on n'en refera plus. On va se recentrer sur le sous-vêtement et donc masculin et féminin maintenant. Et en vrai, sous-vêtements chaussettes, chez nous, quand on fait un lancement produit, c'est ça qui marche vraiment. Et quand tu parles de sous-vêtements féminins, tu vas attaquer du coup soutien-gorge et des produits spécifiques. Parce que je sais que, Ouais, par on fait exemple, des brassières, hein. ouais, il y a Pas des, des soutiens-gorge. ouais, il y a des produits qui étaient très à la mode récemment. Je crois que c'était les culottes menstruelles ou des choses comme ça. Ça, c'est peut-être pas des Ouais. choses. Les culottes menstruelles, peut-être qu'on en fera un jour, mais on n'en fera pas d'entrée. Au départ, on a prévu de faire une culotte classique, une culotte un peu plus échancrée, ce qu'ils appellent les cheeky briefs, et un shorty. Donc c'est la version un peu, ça ressemble un peu à une version un peu courte des boxers masculins. D'accord. Et deux brassières. Alors les brassières, c'est les soutiens-gorge sans armature. Ouais. Et on va surtout utiliser, en fait, ce sur quoi on va se recentrer, c'est tout ce qu'on fait avec notre toile signature, enfin, avec nos deux toiles signature. Donc la toile 100% tencel et la toile coton bio étincelle. Et, donc on fait aussi des sous-vêtements, enfin, on fait des Ah, ça coupe un tout petit peu. Ça va reprendre, je pense. on va aussi faire, vu que 30% des sous-vêtements hommes sont achetés par des femmes, Ouais, ouais. pas mal de femmes qui ont touché cette toile et qui veulent absolument avoir des sous-vêtements dans cette toile, et donc on va faire des sous-vêtements dans cette toile pour les femmes. Ouais. Mais on va rester, voilà, on va se recentrer sur l'utilisation de cette toile sur laquelle on a beaucoup itiré et qui est même des dires. Là, on a passé la semaine dernière, on était au Tech Center d'Etam, Hmm. qui est vraiment là où il y a tous les spécialistes produits de chez Etam, et ils nous ont tous dit que la toile elle était incroyable, que c'était du très très haut de gamme. Et donc du coup, voilà, ça va être notre toile signature et développer une gamme de sous-vêtements confortables pour femmes et pourquoi pas de t-shirts aussi ou de pyjamas, mais toujours avec cette toile signature, quoi. Est-ce que tu peux nous dire où sont tes boutiques? Ta boutique sur Paris et sur Toulouse? Ouais, alors à Paris, les 22 rue Poissonnière, c'est à côté du Grand Rex. C'est la rue qui part du Grand Rex et qui va vers les Petits Carreaux. Ok. Et à Toulouse, on est 8 rue Baronnie. La rue Baronnie, pour les gens qui connaissent Toulouse, hein, qui est une ville un peu moins connue que Paris, c'est en gros Toulouse, il y a le Capitole, qui est la place centrale de Toulouse. Et, donc il y a toute une vie, le quartier autour du Capitole. Et il y a le quartier bourgeois de Toulouse qui s'appelle les Carmes, qui est accolé au Capitole. Enfin, un quartier qui touche le quartier du Capitole. Et il y a des rues qui vont de ce quartier bourgeois au Capitole. Il y a une high street, donc avec des Zara, des choses comme ça. Une rue un peu mal fréquentée où où on n'a pas envie d'aller. Et entre ces deux rues, il y a une rue un peu premium. Et on est dans cette rue-là. Voilà. D'accord, ok. Ok, ben, la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est que quand j'irai, voilà, quand je passerai dans ce quartier à Paris, là,
j'irai Ouais, toucher justement ce tissu exactement. et acheter, acheter un sous-vêtement pour essayer. Merci. Et l'adresse de ton site, c'est petronparis.fr, tout collé, petron, P-E-T-R-O-N, paris.fr. T-O-R-N-E. N-E, ouais, ne.fr. Ouais. Euh, on arrive sur la fin de ce podcast. Euh, on n'a pas trop parlé un petit peu de... quand tu t'es lancé dans cette aventure, j'imagine qu'il y a eu il y a eu des peut-être... rétrospectivement, tu penses qu'au début, peut-être tu as fait quelques erreurs et que tu aurais pu éviter. Et tu penses que c'est lesquelles, les erreurs que tu aurais pu éviter un peu au début voilà, rétrospectivement, tu dis mince, si j'avais pas fait ça au début, je serais peut-être allé plus vite ou ça aurait été moins painful ou ce genre de truc. Si tu pouvais juste nous partager quelques anecdotes là-dessus. Ouais, des erreurs, on en a fait plein, on en fait encore. Euh, c'est aussi en faisant les erreurs que tu apprends, que tu t'améliores. Donc, parce que des fois, tu fais les choses bien sans savoir. Et puis, comme Mais tu sais personne te pas, le dit. ouais. Et comme tu sais pas, au bout d'un moment, tu le fais un peu différemment parce que tu savais pas que c'était ça qui était bien et tu finis par faire une erreur. Donc, c'est peut-être pas mal de les faire aussi. Et moi, je partais de rien, hein. Moi, j'ai été directeur de boutique dans la mode, donc j'étais ni designer ni marketeur. Marion bossait en communication digitale, mais plutôt du corporate, travaillait pour des ministères, des choses comme ça. Donc pareil, pas du produit. Donc des erreurs, on en a fait plein. On en a fait en production, première production, on avait mis des étiquettes comme 99% des marques, mais visiblement chez nous, c'était une infamie. Ah mince. Donc, donc on a dû couper au coupe-ongle. On avait 2500 produits. J'ai coupé les angles de toutes les étiquettes au coupe-ongle sur 2500 produits. Ça me fait, excuse-moi de te couper, ça me fait penser à un truc. J'ai une fille là qui a 2 ans. Je viens d'avoir enfin j'ai eu un enfant il y a une petite fille qui a 2 ans là. Et ce que je trouve marrant avec les vêtements pour enfants, c'est qu'ils ont leur étiquette qui sont de l'autre côté. Je sais Ouais. pas si et je me dis peut-être ça pourrait être intéressant pour des Bah, nous, sous-vêtements ou même maintenant, pour on les fait hommes, plus hein. d'étiquettes, on met des transferts. Non. Ah d'accord. Donc, c'est plus du tout sensible. Donc, du coup, une grosse plus-value de nos produits. Ouais. Donc, là, en faisant une erreur, on a appris qu'on pouvait faire du transfert et que. Et du coup ça gratte pas du tout. Enfin ça gêne pas quoi. Non, c'est comme s'il n'y avait rien, en fait. Ah super. Donc voilà. Je sais pas, les élastiques en fonction de la chaleur de la presse Aïe. je sais pas moi, à 0,1 degré près, il peut arriver que sur une collection, nous, ça nous est arrivé au bout de 3 ans, que la presse avait probablement pas été assez chaude sur la fermeture des élastiques. Et du coup, au bout de 3, 4 mois, il y avait des petits fils d'élastique qui sortaient au niveau de la jonction. Mince. Avoir parlé avec Etam, ça arrive à beaucoup de monde. Mais nous, on ne savait pas. Et du coup, on a trouvé des solutions pour plus que ça arrive jamais en faisant une triple fermeture. Mais voilà, tu vois, ça, c'était l'exemple type de choses qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire mal parce que ça se passait bien et qu'on n'avait jamais eu de problème. Et puis, on a eu une collection comme ça Ouais. où on a eu ces petits films qui sortaient. Et comme nous, on a un discours très rationnel et une clientèle très rationnelle, si c'était arrivé chez H&M ou même chez les Leslie français, je pense qu'ils en auraient quasiment jamais eu entendu parler. Si ça arrive chez nous où les gens achètent pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, je peux te dire qu'on était bien au courant. Mhm. Ah, Donc, c'est un et avantage d'avoir cette catégorie de clients. ouais. Et donc du coup, ben, ça nous a permis de travailler sur ça. Et quand on est arrivé chez Tam, justement, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est est-ce que vous n'avez pas ce problème-là? Et ils ont regardé nos élastiques, ils ont fait ah ouais, vous faites la triple fermeture, mais c'est ultra cher. Et oui, mais bon, comme ça, on est sûr qu'il y a aucun problème. Et on a optimisé d'autres choses par ailleurs dans nos achats pour s'y retrouver. Et enfin, dans notre façon de nous approvisionner, pas dans la qualité, mais dans la façon de s'approvisionner. Et donc voilà, on apprend au fur et à mesure. Chaque production est mieux que la précédente. On fait des tests en laboratoire. Donc voilà, bon, ça nous a appris l'exigence de ça, l'exigence sur tous les points. Et après, bon, sur la communication, tu sais, tu as des a priori. Moi, je ne pensais pas que, étant moi-même relativement peu influençable, je ne pensais pas que les influenceurs, ça marchait, alors que c'est quelque chose qui marche très, très bien. La pub, pareil, je me disais, j'ai Mhm. jamais acheté quelque chose parce que la pub me disait que c'était bien, puisque Et ça forcément, ils vont marche. pas me dire que c'est mal. Ça marche. Et ça marche très bien.
Et donc voilà, donc beaucoup d'erreurs. On a mis beaucoup de temps à se lancer dans la pub parce qu'on se disait, bon, la pub, c'est pas parce qu'on te dit que c'est bien que tu vas l'acheter. Mais en même temps, si on t'en parle jamais, tu sais pas que ça existe. Donc, pareil, l'influence, on a mis beaucoup de temps parce qu'on se disait, mais pourquoi? Parce que cette personne dit que c'est bien, il y a marqué sponsorisé à côté, pourquoi les gens achèteraient? Hmm. Et alors que, franchement, c'est les influenceurs qui ont développé un lien fort avec leur communauté, c'est vraiment le plus efficace qui existe pour faire des ventes. Donc voilà, mais on apprend au fur et à mesure. Hmm. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Je vais poser la même question au fondateur de Sigal. Et là, Ouais. j'aimerais bien voir si tu as peut-être un autre point de vue sur le sujet. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer et vendre des nouveaux vêtements, une nouvelle marque, ou des sous-vêtements, ou des accessoires de mode? Si tu penses qu'il y a des choses où qu'il faut faire attention en particulier? Ouais. C'est difficile à dire. Après, ça va être un peu, pour la personne, ça va être un peu, bon, déjà, où il veut se positionner sur le marché. C'est important d'arriver, de bien analyser le marché et de pas partir sur un produit parce qu'on aime ce produit, quoi. Pas se dire, bon, ben moi, je suis un fan de costumes, je vais faire des costumes. Pour regarder comment est le marché du costume, est-ce que les gens en achètent toujours? Est-ce que, combien il y a de marques? Est-ce qu'il y a un trou sur le marché sur un... Enfin, faut analyser, faut trouver un marché où il y a un marché, déjà. Il faut que il soit un peu en désuétude ce marché, ou qu'il y ait un positionnement différenciant sur lequel on peut aller. Et il ne faut pas vouloir absolument faire que ce qui nous plaît à nous, Hmm. ou à moins qu'on soit vraiment le client idéal. Et moi, vraiment, je suis un très mauvais client. J'achète très peu, j'aime les choses un peu pointues. Je suis pas fidèle aux marques parce que comme j'aime les choses un peu pointues, bah, il y a toujours un nouveau truc. Je suis exigeant, donc clairement, si j'avais dû faire une marque pour les clients comme moi, j'aurais touché 4 personnes, quoi. Donc, il faut réfléchir à voilà quel est le niveau de conscience du marché par la clientèle Hmm. Et et où matcher ce matcher qui... quoi, Ouais. voilà, et pouvoir se positionner et surtout pas aller à moins d'être un génie du marketing, mais pas aller se positionner sur un marché ultra concurrentiel et minuscule, quoi. Ouais. Et du coup, c'est marrant, tu as mentionné les costumes et Ouais. tu m'as dit tout à l'heure que tu avais travaillé pour De Fursac. Est-ce que tu comptes faire des costumes plus tard chez Petron, peut-être? Non, 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 Non? non, c'est trop complexe. C'est extrêmement complexe. Alors maintenant, il y a un petit regain sur le costume. Il y a une mode un peu sartorialiste, mais comme c'est un truc de passionné, ils finissent tous par faire leur marque. Donc, Hmm. il y a quasiment autant de marques que de passionnés. C'est complexe, quoi. C'est très, très complexe. C'est Et la puis, découpe, c'est tout. C'est la ouais, il y découpe. a beaucoup de choses, hein, les matières, la coupe, puis bon, les détails, quoi. Comme c'est un truc de passionné, là, pour le coup, il va y avoir tous les détails, comment est la boutonnière, dans quel sens, quelle forme, la largeur du revers, enfin, bon, c'est très, très, très complexe. Et le grand public en achète quasiment plus. Donc, c'est devenu un Ouais. marché de niche pour passionnés ou pour personnes qui se marient. Mais pareil, personne qui se marie, c'est pas le meilleur client du monde, hein. Parce qu'il est stressé, Ouais. et il va regarder tous les détails, il va tester 10 marques pour se décider. Enfin, donc, non, c'est complexe, hein. Le costume, vraiment, dans tout ce que j'ai travaillé, c'était le plus dur, hein, en vente. D'accord. Donc, la chaussure, le soulier, c'est un bon marché, mais ça coûte très cher hein, de se lancer, s'il faut faire des formes et tout ça. C'est un bon marché. Et pareil, il y a des phénomènes de mode, il y a beaucoup de marques. Il faut avoir les reins solides quoi, pour se lancer sur ça. Tu peux pas partir avec le peu de moyens qu'on a et le peu de connaissances qu'on avait nous. Ouais. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Nicolas pour cet épisode. Ah ben, avec C'est plaisir. la fin de ce podcast.